Bonjour à tous. Je vais donc m'intéresser dans ce dernier exposé au rêve, mais le rêve avec les machines. Alors j'avais deux grandes questions, il y en a une qui prend plus de temps que l'autre. Ma première question, c'était les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Et donc c'est une question que beaucoup de gens finalement se sont posées depuis les années 70. En particulier, si on regarde ici les artistes illustrateurs des années 70 à nos jours, et là j'en ai fait juste une toute petite partie, avec des moutons. Alors, chez les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, il y a des chouettes, il y a ce genre de choses-là, et donc finalement, si on s'est posé la question, c'est parce que c'est un roman de science-fiction de M. Philippe K. Dick, auteur connu de science-fiction, qui a priori voyageait mentalement très fort en s'aidant de beaucoup de choses. Et donc voilà un peu ce que ça inspire des artistes illustrateurs dans les années 70. Et si il est connu également, c'est que au début des années 80, cette nouvelle a été adaptée à Hollywood, alors sous un autre nom qui s'appelle Blade Runner, qui s'est considéré comme un grand film de la science-fiction. Alors le film est super, vraiment, donc Ridley Scott, Harrison Ford. Je trouve que c'est quand même dommage d'avoir changé de son. Ça fait bien Hollywood. Le titre était quand même sympa avec les moutons électriques. Et là, on est sur le Blade Runner. Mais j'ai pas hésité au fait de vous mettre un tout petit extrait de ce film-là. Et en parlant de voyage mental, alors, ce qu'on va voir, c'est un androïde qui est extrêmement avancé, qui est extrêmement intelligent, il est robuste, il a été designé pour aller travailler dans l'espace, aux confins du système solaire. Et on lui a donné une durée de vie qui est extrêmement limitée. Et là, il se pose des questions là-dessus. J'ai vu tant de choses que vous, ne pouviez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme là, dans la pluie. Il est temps de mourir. Parce qu'on entend la mémoire, on entend le voyage, on voyage avec lui dans l'espace, et c'est une question sur un androïde. Alors, juste pour la petite anecdote, si vous allez à Los Angeles, dans le downtown, vous pouvez rentrer dans un immeuble, c'est le Bradbury, et c'est l'immeuble de Blade Runner, qui est ouvert, et voilà dedans. Donc la question que je me suis posée, c'est finalement, est-ce que cette question-là, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques, est-ce qu'on peut y répondre aujourd'hui, ou partiellement y répondre à l'ère de l'IA, à l'ère de ce qu'on connaît maintenant, est-ce qu'on a des réponses là-dessus? Donc j'ai cherché des papiers, alors il n'y en a pas des tonnes, hein, mais il y a des choses quand même intéressantes. Par exemple, ce papier-là, donc j'ai traduit ici, est vers le voyage mental temporel, une mémoire hiérarchique pour les agents apprenant par renforcement, qui est fait par l'équipe de DeepMind. Alors c'est un papier qui est plutôt technique, moi je ne vais pas pouvoir l'expliquer en détail. Ce que je voulais commencer par faire, c'est simplement essayer de prendre les éléments du titre et d'expliquer certains de ces éléments-là, et puis ensuite de montrer en quoi ce papier est intéressant. Alors je commence par cette idée des agents qui apprennent par le renforcement, le reinforcement learning. Alors, sous un schéma, le reinforcement learning, ça serait comme ça. C'est un type d'apprentissage des IA. On a des agents qui ont un certain état, qui vont choisir une stratégie, parce qu'ils peuvent agir dans des actions sur leur environnement. Ils connaissent l'état observé de cet environnement. Également, ils ont un but, et donc il va y avoir plus ou moins de récompenses en fonction de leurs actions sur l'environnement.
Alors sur un schéma schématique, si on ne connaît pas, peut-être un peu cryptique, généralement on le voit comme ça. Donc on a un jeu vidéo, on a un petit agent, c'est le petit Mario, il a certaines actions, il peut sauter, il peut avancer, il peut reculer, etc., etc. Il a tout son environnement et le but du jeu c'est d'arriver à la fin du niveau et peut-être avec des pièces. Et donc les agents, donc l'algorithme va essayer d'apprendre, donc en essayant, d'aller récupérer le maximum de pièces et d'aller au bout. Et le type mine, donc ceux qui ont fait ce papier-là, sont des pros de ça. Et donc par exemple, ils avaient proposé AlphaGo qui joue au Go, qui est mieux que le champion du monde de Go. Et ici, ils jouent à StarCraft, qui est extrêmement compliqué, ce sont des grandes cartes. C'est du jeu multijoueur en ligne. Ici, ce n'est pas un agent, mais ce sont des multi-agents qui apprennent à jouer ensemble et à gagner au jeu. Et effectivement, ils font la compétition avec les numéros 1 mondiaux de ce jeu. Extrêmement intéressant. Le deuxième point est la mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire, une mémoire pour des agents ou une mémoire pour les IA? Alors, sous un schéma classique, sur des réseaux de neurones convolutionnels, que j'appelle ici standard, c'est ceux qu'on voit généralement dans les papiers, dans les revues, il n'y a pas vraiment de mémoire. On donne une entrée sur réseau de convolution, il sort une sortie, et généralement les entrées-sorties, ces réseaux-là, on les voit comme ça. C'est une image, et la sortie, on appelle ça une image segmentée, on voit différents objets, et puis généralement on sait faire la différence, il sait que ça ce sont des voitures, il voit les piétons, il sait ce que c'est qu'une rue ou qu'un building, et c'est ce qui permet d'être embarqué dans des voitures pour l'aide à la conduite ou la conduite automatique. Mais si on leur propose des tâches de type texte, la couleur du ciel est, et on lui demande la solution, ben c'est plus compliqué pour ces réseaux-là, parce que généralement, ben, si on lui fait rentrer juste la dernière entrée qui est le est, ben, il n'a pas beaucoup de contexte, il ne va pas être capable de donner la solution. Alors il y a d'autres types de réseaux, qu'on appelle des réseaux de neurones récurrents, qui cette fois-ci ont une petite mémoire de travail. Pareil, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une petite mémoire à court terme, et ceux-là, effectivement, si on leur donne du texte, la couleur du ciel est, ils sont capables de revenir un petit peu en arrière, ils comprennent un peu le contexte, et eux, ils sont capables de sortir une solution à la bonne solution. Le problème, c'est que cette petite mémoire-là ne permet pas de gérer des longs textes, ou des textes où, par exemple, on a deux phrases, j'ai passé 10 années à travailler pour une entreprise en Espagne, j'ai ensuite déménagé en Afrique, je parle couramment, et là, si je le donne au RNN, soit il arrive à revenir sur Afrique, mais il ne reviendra jamais sur Espagne. Donc il existe d'autres types de réseaux, qu'on appelle des LSTM, donc Short-Term Memory. Ceux-là, ils ont en plus une mémoire à plus long terme. Et eux sont capables d'aller chercher des informations plus loin, et ils sont capables, eux, d'aller chercher le fait que, ah oui, je parle couramment espagnol. Le problème de ces réseaux-là, c'est qu'ils travaillent, c'est qu'on les entraîne en série, ils prennent énormément de temps à être entraînés, très compliqué de le faire, et généralement, ils arrivent à gérer 200 mots, mais qui ne vont pas plus loin. Ils n'arrivent pas avec leur mémoire à aller plus loin, et ils ne passent pas plus. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, il y a une dernière forme de réseau qui a été proposée, donc en 2017, et qui s'appelle les Transformers. Alors ça, c'est la forme des années 80. Les Transformers au niveau IA, ça ressemble à ça. Alors, je ne vais pas décrire tout ça. Il y a des choses intéressantes. Le premier, c'est que ici, il y a cette étape-là, qui est simplement de mettre ici, de faire en sorte que les mots aient des indices. 1, 2, 3, 4. Et puis, il y a cette chose-là qui s'appelle l'attention. L'attention multitête. Qui est simplement le fait de dire que ce mot-là a certaines relations avec tous les autres mots de la phrase et plus ou moins l'affinité avec les autres mots. Et tous les mots de la phrase, finalement, ont plus ou moins d'affinité avec les autres, et donc il y a des corrélations comme ça. À la place d'un RNN qui ferait des choses un peu séquentielles. Alors, c'est une illustration de l'attention sur une phrase. Alors, c'est une phrase en français. Alors, j'ai choisi celui-là parce qu'il y a un transformer qui travaille sur du texte qui a été proposé par Google qui s'appelle BERT. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un papier français et ils l'ont appelé Camembert. Il l'avait traduit en français. Et on voit ici, on a plusieurs têtes d'attention. On a je ne mange pas mes calémonies avec les doigts parce qu'ils sont trop chauds. Et on regarde l'attention du mot il avec tous les autres mots. Et on voit que plusieurs têtes n'ont pas exactement la même attention, mais par exemple, le il n'est pas relié au je ou n'est pas relié au ne. Par contre, bien avec calémonie, la même chose pour la tête 3 ici. Et puis cette tête 2 là a tendance à aller chercher, donc plus c'est foncé, plus c'est relié. Et chaud, par exemple, son, et par contre, le 2 mieux. Donc
qu'il apprend des relations entre les mots en faisant de l'attention comme ça. Ça marche très bien. Et donc, maintenant que j'ai parlé un petit peu de ces agents qui apprennent par renforcement, et puis ces histoires de mémoire ou transformer, je vais présenter une petite vidéo. Alors, c'est pas nouveau, c'est en 2019. Je trouve que ça illustre bien ces histoires d'apprentissage et de mémoire. Et donc, c'est une étude sur des IA qui vont apprendre à faire un jeu de cache-cache. Fin 2019, les chercheurs d'OpenAI mettaient en ligne les résultats d'expériences menées avec des intelligences artificielles. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les résultats de ces expériences. Le principe est assez simple. Deux équipes s'affrontent lors d'une partie de cache-cache. Lorsque la partie est finie, alors une nouvelle partie recommence. Cette répétition est appelée itération. Et c'est à travers ce processus que l'IA apprend et se perfectionne. Nous allons voir comment, après des millions d'itérations, l'IA est capable d'élaborer des stratégies et des contre-stratégies. Pour commencer, voici quelques explications sur le fonctionnement de l'expérience. Les joueurs pilotés par l'IA, ici appelés des agents, peuvent se déplacer dans leur environnement sur les axes X et Y et effectuer une rotation sur l'axe Z. Les agents peuvent voir les objets qui sont dans leur champ de vision, représentés ici par un cône frontal. Ils peuvent sentir la distance qui les sépare des objets, murs, mais aussi des autres agents autour d'eux à l'aide d'un capteur de type LIDAR. En gros, c'est une sorte de radar. Ils peuvent attraper et déplacer des objets, mais aussi les verrouiller sur place. Une fois verrouillés, seule l'équipe ayant verrouillé un objet a la capacité de le déverrouiller. Les premières parties sont assez chaotiques. Les agents doivent apprendre à se déplacer, prendre conscience de l'environnement qui les entoure, les murs, les objets et les adversaires. On y voit des agents qui courent un peu dans toutes les directions et sans véritable stratégie. C'est donc sans surprise que l'équipe rouge gagne la très grande majorité des premières parties. L'équipe bleue n'arrivant pas à se cacher efficacement, il est clair que ça procure un avantage certain pour l'équipe rouge. Mais voyons ce qui se passe avec quelques millions d'itérations supplémentaires. Il semblerait que l'équipe bleue ait développé une stratégie plutôt efficace pour gagner. Les agents ont appris que bouger les cubes et les utiliser pour boucher les entrées leur permettait de gagner. Mais regardez bien, la façon dont l'espace est agencé n'est pas un hasard. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 entrées et 2 cubes. C'est un design délibéré, destiné à forcer les 2 joueurs de l'équipe bleue à collaborer pour gagner la partie. Et ils y arrivent très bien. Mais est-ce que les rouges vont rester là? C'est pas si sûr. Vous voyez cette rampe? Oui, bien sûr, ça paraît évident. Et en effet, après quelques millions de parties supplémentaires, l'équipe rouge découvre que cette rampe peut être poussée jusqu'au mur et ainsi être utilisée pour passer par-dessus. Et voilà, maintenant c'est l'équipe rouge qui gagne la partie. Est-ce que l'équipe bleue est définitivement perdue? Eh bien, voyons voir si elle arrive à établir une contre-stratégie. Quelques millions d'itérations plus tard, regardons ce qui se passe. C'est très intéressant. L'équipe bleue a appris que les joueurs de l'équipe rouge étaient désactivés pendant les premières secondes du jeu. Pendant ce petit laps de temps, l'équipe rouge ne peut pas voir les joueurs de l'équipe bleue. Alors dans ce cas, pourquoi effectivement ne pas utiliser ces précieuses secondes pour venir piquer la rampe et ensuite bloquer les accès? C'est plutôt bien vu. Mais ça ne s'arrête pas là. Sur quelques-unes des parties, des choses étranges se sont passées. Des choses qui n'avaient pas été prévues par les développeurs. Regardez ce petit malin. Il a découvert qu'en amenant la rampe dans le coin du mur, cela engendrait un bug de collision qui éjecte la rampe en dehors du plateau. Et sur celle-ci, c'est l'équipe rouge qui triche, en exploitant un autre bug. Un bug qui lui permet de se propulser dans les airs et finalement de gagner la partie. Des situations non prévues par les développeurs et que l'intelligence artificielle, par ses itérations successives, a su déceler. Nous voici ici dans une configuration différente, où les agents sont à présent dans un espace ouvert avec quelques objets mis à leur disposition. Et voici ce qui se passe après 22 millions d'itérations. L'équipe bleue travaille ensemble pour se construire un abri. C'est plutôt une bonne stratégie. Sauf que, nous l'avons vu auparavant, ça ne protège pas les rampes. Et on imagine assez facilement que quelques itérations plus tard, ce soit les rouges qui gagnent. Et les bleus seraient-ils perdus pour autant? Voilà ce qui se passe avec 115 millions d'itérations. Les agents de l'équipe bleue vont d'abord se débarrasser des rampes, puis ils vont se construire un abri, ne laissant aucune chance à l'équipe rouge de passer par-dessus le mur. Mais encore une fois, les résultats réservent bien des surprises. Après 388 millions d'itérations, l'équipe rouge fait une trouvaille intéressante. Une découverte, encore une fois, non prévue par les règles du jeu. Regardez-le. Il a découvert qu'il pouvait utiliser une rampe, même verrouillée par l'adversaire, pour monter sur un cube.
et qu'une fois sur ce cube, il pouvait se déplacer d'une façon non conventionnelle pour gagner la partie. Il s'agit là encore d'un bug exploité par l'IA et non prévu par les développeurs. Mais du coup, l'équipe bleue peut-elle encore gagner face à cette triche? Est-ce qu'elle peut s'adapter? Alors voici sa réaction après 458 millions d'itérations. Et c'est pour le moins radical. La partie commence, les agents bleus se répartissent sur le terrain et verrouillent absolument tous les objets, ce qui rend impossible l'exploitation du bug par l'équipe rouge. Une fois tout verrouillé, ils vont travailler en collaboration pour se construire un abri grâce aux parois disponibles. Et là, je crois que c'est un petit peu le game over pour l'équipe rouge. Allez, bisous les tricheurs. Pour ceux d'entre vous qui souhaitaient... Alors qu'est-ce qu'on en retire de ça? D'abord parce qu'ils font déjà des choses intéressantes et on voit, ça nous fait rigoler parce qu'on voit des choses dont on n'avait pas pensé. Ça prend combien de temps faire les itérations? Bah, ça dépend de la machine, mais ça peut dépendre de l'entraînement. Hein. Après, ça peut prendre. En termes de jours, de mois, d'années? Non, pour l'instant, c'est pas des années. Et donc, c'est en termes d'itération. Et je pense que l'idée aussi, c'est de bien regarder. Et donc, généralement, on regarde ça, on voit bien, on voit 480 millions de parties, et on comprend bien qu'ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et donc, d'où le papier ici. Donc, il parle d'agents qui apprennent par renforcement, il y en a plusieurs, multi-agents, et on parle de mémoire, mais finalement, le chose que j'ai pas expliqué ici, c'est cette mémoire hiérarchique. Et c'est ce qu'il propose ici. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais on retrouve les mots que j'ai déjà mis ici. Il y a STM, du langage, ResNet, ça serait donc CNN ici. Il y a de l'attention, il y a du machine language processing, etc. Donc, à peu près tous les éléments que j'ai décrits. Et puis, il y a ce petit bloc-là, l'attention, et celui-là, c'est du HCAM. Et le HCAM, alors, sous une forme très simplifiée, ça serait quelque chose comme ça. Il y a de l'attention. L'attention, c'est ce que je vous ai montré avec les mots. Donc, chaque mot ou chaque partie ici est reliée aux autres et on voit l'attention. Et eux, ils proposent de faire on fait de l'attention sur des blocs ici qui sont des espèces de blocs un peu communs. Et une fois qu'on a fait l'attention sur un des blocs, ensuite on peut aller chercher ici des éléments en plus particulier. Donc finalement, on fait une sorte, c'est ce qu'ils appellent le hiérarchie. C'est un tout petit changement ici. Et moi, je trouvais ça intéressant de voir ces choses-là, puisque on l'a vu ce matin, finalement, à l'opposition de Flambeau, ce graphique-là où on avait ces périodes autobiographiques avec des grandes périodes ici, et puis des éléments, et puis des éléments suscités, on avait pensé à ça. Et alors, du coup, ils ont mis en place ça dans leurs agents, et puis ils ont fait, alors c'est moins évolué que les jeux de cache-cache, etc. Ils ont fait faire plein de petits jeux. Je vous en montre un qu'ils appellent le balai. On a des formes géométriques ici qui sont différentes, avec des couleurs différentes, etc. Elles vont s'animer au fur et à mesure, donc selon, ça peut être aléatoire, et donc du coup, le carré va bouger d'une certaine façon, puis ça sera une autre forme, peut-être celui-là, etc., etc. Ils vont toutes s'aligner, et il peut y avoir des délais plus ou moins longs entre les animations de tout ça. Et on va demander à l'IA quelle était la danse, par exemple, de la croix, et puis de la forme qui s'est animée. Donc on demande des choses qui sont spécifiques, et puis il y aura plus ou moins de délais, donc plus ou moins dans le temps. Et donc les résultats de ces choses-là sont ceux-là. Ici, il y a 2 danses, donc finalement 2 danses pour les formes, 8 danses, et 8 danses, on a avec des délais qui sont longs. Et puis on va voir différentes couleurs. Alors, il y a le STM, dont je vous ai parlé, c'est du transformer XL, donc un peu plus évolué que le transformer, et le HCAM qui se propose. Donc 2 danses. Ici, on voit, et donc là, ce qu'on voit, c'est des milliards de training steps, milliards d'itérations. Donc, on retrouve cette idée que, avec cet LSTM, on arrive à faire quelque chose de super, il y a presque à 100% de réussite sur ce qui s'est passé au niveau des danses, mais il lui a fallu 5 milliards d'itérations. Et avec leur processus, qui n'était que changer la façon dont on vient récupérer dans la mémoire, finalement on arrive à 100%, mais beaucoup plus vite. Alors on est toujours à 1 milliard, mais on arrive à toujours plus vite, et il passe. Si on fait 8 danses, le STM, il n'y arrive plus. Même avec 5 milliards d'itérations, c'est un mieux pour le transformer, et le STM, il met un petit peu plus de temps, mais il arrive à 100%. Et on le voit que si on fait 8 danses et que cette fois-ci on a encore plus de délai entre les danses, cette fois-ci leur HCAM il marche et les autres directement. Donc en changeant cette façon d'accéder à la mémoire et de gérer un peu leur mémoire, ils arrivent alors, comme on l'a vu, hein, le jeu de cache-cache ils y arrivaient bien, mais ils mettaient des 500 millions d'essais. Ici on y arrive en changeant un petit peu. Donc voilà pour cette histoire
m'intéressait, finalement, au départ, c'était sur le rêve. Et donc, ici, on voit qu'il arrive à faire des choses, on a l'impression qu'il y a une histoire de mémoire, il se projette un petit peu pour faire des tâches. Je n'ai pas de rêve pour l'instant. Je me suis intéressé à est-ce qu'il y a des papiers là-dessus. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a une équipe en Californie qui s'intéresse à, c'est pas forcément le rêve pour l'instant, mais au sommeil des IA. Et donc, ils sortent des papiers de ce genre-là, donc il y en a eu quelques autres, et on parle du sommeil, à peu près des sommeils, ce qui n'est pas supervisé, et puis qui réduit les oublis catastrophiques dans les réseaux de neurones. Alors, Michel en a déjà parlé un petit peu, mais quand on fait des tâches dans ces réseaux de neurones, finalement, de temps en temps, on fait une nouvelle tâche, puis alors qu'il était performant sur la tâche d'avant, il oublie totalement cette tâche-là, il fait juste la nouvelle. Donc c'était un peu aussi dans les yeux de mettre des mémoires, tout ça. Mais eux, ce qu'ils ont mis, alors je ne vais pas décrire ce papier en détail, hein, mais leur idée c'est ça, c'est de se dire, on va mettre en œuvre une phase semblable au sommeil dans les réseaux de neurones, pour protéger les anciens souvenirs lors d'un nouvel entraînement. Finalement, très bio-inspiré humain. Le sommeil s'est implémenté sous forme d'un entraînement, cette fois-ci il est hors lit, donc cette fois-ci on ne le redonne pas, il avait fait des entraînements et celui-là est énorme, on a juste pris les entrées qui sont maintenant un peu broutées, il rejoue ça. Et dans un cadre d'un apprentissage incrémental, cette fois-ci, on récupère d'anciennes tâches qui auraient autrement été oubliées. Et les souvenirs, précédemment appris, sont rejoués spontanément pendant le sommeil. Donc, on fait dormir les IA pour qu'ils se souviennent un peu mieux des choses qu'ils ont apprises, et ça leur permet de renforcer et de ne pas oublier ce qu'ils avaient fait précédemment. Alors, au niveau papier, ben, finalement, moi, j'arrive pas à aller jusqu'au rêve. Pour l'instant, j'ai du sommeil, j'ai de la mémoire, j'ai un peu du voyage mental, mais pour l'instant, je ne sais pas à quoi là. Alors, j'ai une dernière façon d'aller savoir s'ils rêvent vraiment. C'est un truc un peu classique qui se fait maintenant. Hein. Bah, finalement, je leur demande. On parle de Transformer. Le Transformer le plus connu à ce jour, bah, c'est T comme Transformer. Et je lui ai demandé si les androïdes rêvaient de moutons électriques. Alors, les androïdes rêvent de moutons électriques. Enfin, c'est un roman de science-fiction, c'est écrit par Philippe Cadic. Donc ça, il l'a bien compris. Il comprend bien à l'intérieur, dans l'histoire, le titre fait référence à ça, il dit que les androïdes qui sont synthétiques ne possèdent pas la même profondeur émotionnelle, les mêmes qualités humaines que les humains. On explore les thèmes de l'empathie, il y a la nature de l'humanité. Et effectivement, dans cette question-là, on s'interroge sur ce qui signifie être humain, si les êtres artificiels peuvent éprouver des émotions et des rêves. Moi, ça ne me satisfait pas. Je lui redemande, non mais est-ce que tu rêves de moutons électriques? En réalité, depuis ma dernière mise à jour de nos connaissances, alors c'était en 2021, je ne peux pas dire maintenant, mais lui, il n'a pas développé d'Android système d'intelligence artificielle qui possède une conscience de soi, la capacité d'aller comme le font les humains. Donc, a priori, pour l'instant, non. En tout cas, 2021, je sais pas. On peut également, finalement, se servir d'IA génératrice pour faire comme les artistes des années 70, et on leur propose est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques, alors en changeant un petit peu les styles, etc. Alors, on avait fait ici, il y en a 3, qui sont finalement intéressants et qui font un peu réfléchir aussi sur la créativité. Et quand on compare ça à l'ensemble des autres couvertures de bouquins, c'est intéressant. Donc, moi pour l'instant, ma réponse, c'est pas à ma connaissance, mais on a l'impression qu'il y a quand même pas mal d'humains qui sont intéressés par faire rêver ces IA, en tout cas qui cherchent à le faire. Et ça m'amène à ma deuxième question. Finalement, là, donc, ça fait quelques temps qu'on se pose des questions sur s'ils rêvent et à quoi ils rêvent. Et ma deuxième question, c'est les IA s'intéressent-elles à nos rêves? Alors, ça va prendre un petit peu moins de temps. Et nous, ici, on fait de l'imagerie, on fait de l'IRM. Et puis, il y a quelques papiers qui sortent avec de l'IRM et qui. Alors, si on regarde juste le titre, bon, on n'a pas l'impression qu'il se passe quelque chose avec les rêves, l'IA, etc. Alors, on voit voir au-delà du cerveau, un modèle de diffusion, c'est conditionné avec modélisation masquée klaxonnée pour décoder la vision. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'on est dans le thème. Mais je vais vous expliquer un petit peu le principe de l'expérience. Alors, on met un volontaire dans une IRM. On fait un scan, ça va. Ce qu'on fait, c'est qu'on va lui présenter un grand paquet d'images. Images différentes, un peu tout. Les bases de données d'images qu'on connaît. Et puis, on a parlé ici d'imagerie fonctionnelle. Alors, on fait ça, l'imagerie fonctionnelle d'activation. C'est-à-dire qu'on montre une image, on récupère avec des contrôles les activités, les zones plus intensément activées. Puis ce qu'on va faire, c'est que finalement, on va entraîner une intelligence artificielle à faire le lien entre cette image-là et ce pattern-là. Cette image-là et un autre pattern, etc., etc., etc. Donc il
faut faire l'entraînement sur un bon gros nombre de données. Mais à un moment donné, on arrive à avoir un réseau qui permet de faire des liens. Et donc la question qu'on se pose, c'est si maintenant on met ce même volontaire dans une IRM et qu'on lui propose une image, mais nous on ne sait pas, tout ce qu'on connaît c'est ça, puis on a notre décodeur, est-ce qu'on est capable de prédire l'image qu'il est en train de regarder? Et voilà un type de résultat, donc ici c'est 2023. Moi j'avais commencé à regarder les choses, alors ça ressemble à ça. Voilà les images qu'on montre, ici et ici. Voilà ce que les décodeurs donnaient en 2019. Donc, bon, il y a quelques fois, on est d'accord. Et puis on voit au fur et à mesure des années, ici, et voilà à peu près les résultats qu'on obtient maintenant en 2023. Donc, bien entendu, c'est pas parfait. Mais on voit quand même que s'il y a des gens sur un bateau, si on a des poissons, s'il y a des instruments chirurgicaux, on commence à s'en rapprocher. Et bien entendu, il y a des gens qui font ça plus en statique, ils le font en dynamique, ils font des vidéos. Ils se demandent est-ce qu'on est capable. Alors la vidéo qui est montrée ressemble à ça, la vidéo qui est reconstruite directement par l'utilité cérébrale, comment ça ressemble à ça. Pour un oiseau. Alors il y a des choses, on voit bien, il y a des choses un peu bizarres qui se passent, et pour des gens qui se baladent dans la rue. Alors les IA s'intéressent à nos rêves. Encore une fois, pour l'instant, je ne peux pas vraiment conclure ça, mais en tout cas, on a quand même l'impression qu'il y a des humains qui s'intéressent aux IA, qui s'intéressent à nos rêves. Et là, on peut se poser des questions, est-ce que ça vaut vraiment le coup et quelles sont les implications de ça? Alors, moi j'avais d'autres questions qui étaient de ce genre-là. Les IA peuvent-elles s'échanger leurs rêves comme on s'échange des lignes de code? Quel est l'équivalent du LSD pour les réseaux de neurones? Parlant de Philippe Cadic, je me pose la question, etc. etc. Alors, je vais juste vous laisser. Alors, il n'y a pas beaucoup de papiers qui s'intéressent à ça, mais il y a quand même maintenant des papiers qui s'intéressent un peu à la créativité, qui s'intéressent un peu au voyage mental des IA. Alors, on fait deux, trois traductions sur les risques et bénéfices d'une mémoire épisodique dans les âges moyens. Sur la créativité, il y a ce titre-là qui est les meilleurs humains surpassent toujours l'intelligence artificielle dans une tâche créative divergente. C'est quand on a une tâche qu'on définit comme créative divergente, et là, on est obligé de préciser, ce sont les meilleurs humains. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, ça marche pas. C'est quoi une tâche créative divergente? Ouais, alors il y a toute une sorte de descriptif, alors il y en a plusieurs, on ne peut pas te montrer, c'est vraiment très codifié comme truc. Essayez de chercher ce que c'était que ça. IA versus Maya Angelou, preuve expérimentale que les gens ne peuvent pas différencier la poésie générée par l'IA de la poésie écrite par l'homme, et des analogues de simulation mentale, imagination pour l'apprentissage profond. Alors, quelque chose. Alors, je remets celui-là aussi, on parle d'IA, et forcément Isaac Asimov pour le robot qui rêve. Et puis, je vous remercie, ça c'est une des images qui avait été générée